Imaginez le pouvoir comme une danse subtile, un jeu d'échecs où chaque mouvement compte. Depuis des millénaires, certains maîtres de cette danse ont marqué l'histoire, laissant derrière eux des traces de leur génie stratégique. Aujourd'hui, nous allons décoder ensemble l'un des ouvrages les plus fascinants sur ce sujet. Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Ce livre n'est pas qu'un simple manuel, c'est une plongée vertigineuse dans l'esprit des plus grands stratèges de l'histoire. Des couloirs de Versailles aux bureaux modernes de la Silicon Valley, ces lois continuent de façonner notre monde, souvent à notre insu. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous non seulement les secrets les mieux gardés du pouvoir, mais aussi des exemples concrets qui vous permettront de les appliquer dans votre vie quotidienne. Que vous soyez entrepreneur, salarié ou simplement curieux de comprendre les mécanismes qui régissent nos relations humaines, cette analyse va transformer votre vision du monde. Et si je vous dis de rester jusqu'à la fin, ce n'est pas par hasard. J'ai gardé le meilleur pour la conclusion. Une révélation surprenante sur la loi la plus puissante, celle que même Robert Greene n'a pas osé mentionner dans son livre. Cette loi pourrait bien être la clé qui vous manque pour comprendre véritablement l'art du pouvoir. Si vous êtes prêt à découvrir ces secrets du pouvoir qui ont façonné l'histoire, attachez votre ceinture. Cette vidéo pourrait bien être le début d'une nouvelle façon de voir les relations humaines et le leadership. Introduction à l'œuvre « Les 48 lois du pouvoir » de Robert Greene est une exploration fascinante des mécanismes qui gouvernent l'influence et le pouvoir dans nos sociétés. Fruit de 20 années de recherche, cet ouvrage dévoile les stratégies utilisées par les plus grands maîtres du pouvoir à travers l'histoire. De César à Napoléon, de Machiavel à Sun Tzu, Greene a distillé leur sagesse en 48 lois essentielles. Ce livre n'est pas un simple manuel de manipulation, mais une étude approfondie de la nature humaine et des dynamiques sociales qui façonnent nos interactions quotidiennes. Chaque loi est illustrée par des récits historiques saisissants, qui démontrent leur pertinence éternelle. Première loi, ne surpassez jamais votre maître. C'est l'histoire fascinante de Nicolas Fouquet, surintendant des finances sous Louis XIV. En 1661, Fouquet était l'homme le plus riche de France après le roi. Brillant, cultivé, il organisait les plus somptueuses fêtes du royaume dans son château de Vaux-le-Vicomte, une merveille architecturale qui éclipsait même les résidences royales. Pour célébrer sa réussite, Fouquet organisa une fête extraordinaire en l'honneur du roi Soleil. Les jardins étaient illuminés par des milliers de torches, les fontaines coulaient de vin et Molière lui-même créa une pièce pour l'occasion. Le faste était tel que cette soirée resta dans les mémoires comme la plus grandiose du siècle. Mais ce qui devait être le triomphe de Fouquet causa sa perte. Louis XIV, ébloui mais surtout humilié par tant de magnificence, ne supporta pas d'être surpassé par son sujet. 3 semaines plus tard, Fouquet fut arrêté pour malversation et passa le reste de sa vie en prison. Cette histoire illustre parfaitement la première loi du pouvoir. Ne surpassez jamais le maître. Fouquet avait commis l'erreur fatale de briller plus fort que son roi, oubliant que le véritable pouvoir s'exerce souvent dans l'ombre, avec subtilité et retenue. Agissez comme un miroir qui reflète et amplifie la lumière de vos supérieurs. Ne laissez pas votre talent éclipser leur éclat. En les faisant paraître plus brillants qu'ils ne le sont, sans jamais menacer leur position, vous construirez votre propre chemin vers le succès. Deuxième loi, ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis. Dans les années 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, le physicien Niels Bohr se retrouva dans une situation périlleuse au Danemark occupé. Son ancien élève, Werner Heisenberg, devenu son rival scientifique et travaillant pour l'Allemagne nazie, lui rendit une visite inattendue. Alors que beaucoup considéraient Heisenberg comme un ennemi, cette rencontre allait paradoxalement sauver Bohr. Heisenberg, malgré leur opposition idéologique, avertit subtilement Bohr des plans nazis pour arrêter les scientifiques juifs. Cette information, venant d'un ennemi, s'avéra plus précieuse que les conseils de certains amis qui suggéraient à Bohr de rester au Danemark. Grâce à cet avertissement, Bohr put s'échapper à temps vers la Suède, puis rejoindre les États-Unis où il contribua significativement au projet Manhattan. Cette histoire illustre parfaitement la deuxième loi du pouvoir. Un ancien rival peut se révéler plus loyal qu'un ami car il a plus à prouver.
Tandis que certains amis de bord minimisaient les dangers par optimisme ou ignorance, son ennemi Heisenberg, conscient des enjeux réels, choisit de l'avertir, transformant leur rivalité en une alliance inattendue qui sauva la vie de bord. Méfiez-vous davantage de vos amis que de vos ennemis. L'amitié peut engendrer jalousie et abus de confiance, tandis qu'un ancien adversaire rallié cherchera à prouver sa loyauté. Un ennemi déclaré est plus prévisible qu'un ami envieux. Parfois, il est sage de cultiver quelques rivalités. Troisième loi, dissimulez vos intentions. Dans les années 1970, lors des négociations de paix au Vietnam, Henry Kissinger démontra magistralement l'art de dissimuler ses intentions. Pendant les pourparlers avec le duc Tho, son homologue vietnamien, Kissinger adopta une stratégie particulièrement subtile. Il se présentait systématiquement aux réunions avec un air las et désintéressé, parlant d'une voix monotone des détails les plus insignifiants pendant des heures. Cette façade soigneusement construite donnait l'impression d'un diplomate épuisé et peu menaçant. Ses adversaires, bercés par cette apparente faiblesse, baissaient leur garde. C'est précisément dans ces moments que Kissinger dévoilait soudainement ses véritables intentions, présentant des demandes audacieuses et des propositions agressives qui prenaient totalement au dépourvu ses interlocuteurs. Cette tactique du masque de l'ennui lui permit de négocier des conditions bien plus favorables que ce que quiconque aurait pu espérer. En dissimulant ses véritables intentions derrière une façade de lassitude et d'incompétence apparente, Kissinger illustra parfaitement comment le pouvoir le plus efficace s'exerce souvent dans l'ombre, derrière un masque trompeur. Cultivez le mystère autour de vos intentions réelles. En laissant votre entourage dans le flou, vous gardez l'avantage stratégique. Orientez subtilement leur attention ailleurs pendant que vous poursuivez vos véritables objectifs. Quand ils comprendront votre jeu, leur réaction sera trop tardive. Quatrième loi, dite en toujours moins que nécessaire. L'histoire d'Orson Welles et de sa célèbre émission radio « La guerre des mondes » illustre parfaitement l'art de dire moins que nécessaire. En 1938, ce jeune réalisateur de 23 ans créa l'une des plus grandes paniques médiatiques de l'histoire, non pas par ce qu'il dit, mais par ce qu'il choisit de taire. Lors de cette émission d'Halloween, Wells adapta le roman de H.G. Wells sous forme de flash d'information, interrompant un programme musical fictif. Bien qu'il ait annoncé au début qu'il s'agissait d'une fiction, il laissa ensuite planer le doute, utilisant le silence et la retenue pour créer une tension croissante. La force de Wells résidait dans sa capacité à suggérer plutôt qu'à expliciter. En limitant les informations et en laissant l'imagination des auditeurs combler les vides, il créa une atmosphère de terreur bien plus efficace que s'il avait tout décrit en détail. Cette manipulation subtile du silence et de l'information démontre comment le pouvoir des mots réside souvent dans leur économie plutôt que leur abondance. Cultivez la rareté de vos paroles pour en augmenter la valeur. Le silence est une marque de maîtrise de soi, tandis que le bavardage dilue votre impact. Une phrase mystérieuse aura plus de poids qu'un long discours. Le pouvoir s'exprime souvent dans la retenue. Cinquième loi, protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. L'histoire de Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus respectés au monde, illustre parfaitement l'importance cruciale de la réputation. En 1991, Buffett prit la présidence temporaire de Salomon Brothers, une banque d'investissement en crise, suite à un scandale d'obligations gouvernementales frauduleuses. Face à une commission sénatoriale, Buffett prononça une phrase qui allait marquer l'histoire de Wall Street. « Si vous perdez de l'argent pour l'entreprise, je serai compréhensif. Si vous perdez une fraction de la réputation de l'entreprise, je serai impitoyable. » Cette déclaration n'était pas qu'une simple menace. En quelques mois, il licencia les responsables, restructura l'entreprise et mit en place des contrôles stricts. Buffett savait que sa propre réputation, construite sur des décennies d'intégrité et de transparence, était en jeu. Il passa des centaines d'heures à restaurer la confiance des clients et des régulateurs. Son intervention sauva non seulement Salomon Brothers, mais renforça également sa propre réputation d'intégrité. Aujourd'hui encore, 40 ans plus tard, le nom de Warren Buffett reste synonyme de confiance et d'éthique dans le monde des affaires, prouvant que la réputation est le plus précieux des capitaux. Votre réputation est votre bouclier,
et votre épée dans l'arène du pouvoir. Protégez-la farouchement car elle peut faire votre force comme votre faiblesse. Pour vaincre un adversaire, ébréchez sa réputation et laissez la rumeur faire son œuvre. La prévention vaut mieux que la réparation. Sixième loi, attirer l'attention à tout prix. L'histoire de David Bowie illustre magistralement l'art d'attirer l'attention à tout prix. Au début des années 70, alors que le rock traditionnel dominait la scène musicale, Bowie créa un personnage extraordinaire, Ziggy Stardust. Ce n'était pas qu'un simple changement de style, mais une transformation totale qui allait révolutionner la culture pop. Avec ses costumes extravagants, son maquillage flamboyant et son personnage d'extraterrestre rockstar, Bowie ne cherchait pas simplement à se démarquer. Il créait délibérément un spectacle impossible à ignorer. Lors de son apparition historique dans l'émission Top of the Pops en 1972, il choqua et fascina simultanément le public britannique avec sa performance de Starman, son bras nonchalamment posé sur l'épaule de son guitariste Mick Ronson. Cette stratégie audacieuse transforma Bowie d'un artiste relativement inconnu en une icône culturelle mondiale, en osant être radicalement différent, en embrassant l'excentricité plutôt que de la fuir. Il captiva l'attention du public d'une manière si puissante que son influence résonne encore aujourd'hui dans la musique et la mode contemporaine. Cultivez votre singularité, car l'invisibilité est fatale au pouvoir. Dans un monde gouverné par les apparences, démarquez-vous de la masse. Soyez comme un phare dans la nuit, attirant irrésistiblement l'attention. Votre présence doit être mémorable, votre aura magnétique. Septième loi, laissez le travail aux autres, mais recueillez en les lauriers. L'histoire de Thomas Edison illustre parfaitement l'art de laisser le travail aux autres tout en récoltant les honneurs. Dans son laboratoire de Menlo Park, véritable usine à innovation, Edison dirigeait une équipe brillante de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciens qui travaillaient sans relâche sur ses projets. Bien que son nom soit associé à plus de 1000 brevets, la réalité est que la majorité des inventions étaient le fruit du travail acharné de ses employés. Edison excellait dans l'art de diriger et de motiver ses équipes, laissant ses collaborateurs mener les recherches et développements sous sa direction, tout en s'assurant que les brevets soient déposés sous son nom. Un exemple frappant est le développement de l'ampoule électrique. Alors que l'histoire retient Edison comme son inventeur, c'est en réalité une équipe diversifiée, composée d'un souffleur de verre, d'un machiniste, d'un chimiste, d'un mathématicien et d'autres experts, qui a réalisé les innombrables expériences nécessaires. Edison, lui, excellait dans l'art de commercialiser ses innovations et d'en récolter la gloire et les bénéfices. Cette approche lui permit de devenir l'inventeur le plus célèbre de son époque, tout en construisant un véritable empire industriel basé sur le talent collectif de ses équipes. Exploitez intelligemment les compétences d'autrui pour atteindre vos objectifs. En orchestrant le talent des autres, vous économisez votre énergie tout en récoltant les lauriers. L'art du leader n'est pas de tout faire, mais de faire habilement. La gloire finale vous reviendra naturellement. La gloire. Huitième loi, obligez l'adversaire à se battre sur votre propre terrain. L'histoire de la bataille de Gaugamel illustre brillamment comment Alexandre le Grand maîtrisa l'art de forcer l'adversaire à combattre selon ses propres conditions. Face à l'immense armée perse de Darius III, qui comptait 300 000 soldats d'infanterie et plus de 20 000 cavaliers, Alexandre transforma ce qui semblait être un désavantage en une opportunité décisive. Alors que Darius avait soigneusement choisi une plaine dégagée pour déployer sa puissante armée, faisant même aplanir le terrain pour ses redoutables chars, Alexandre retourna cette stratégie contre lui. Au lieu de craindre la supériorité numérique de l'ennemi, il conçut une tactique audacieuse. Il ordonna à ses troupes de créer des couloirs dans leurs rangs, transformant ce qui devait être une charge dévastatrice des chars perses en un piège mortel. En forçant les Perses à s'engager dans ces corridors mortels, Alexandre transforma le champ de bataille selon sa vision. Les chars, qui devaient être l'atout majeur de Darius, devinrent inutiles, pris au piège dans ces passages où ils furent facilement neutralisés. Cette stratégie magistrale permit à Alexandre de remporter une victoire écrasante, prouvant qu'il ne suffit pas d'avoir l'avantage du terrain, encore faut-il savoir l'utiliser à son profit. Évitez la confrontation directe.
Amenez plutôt votre adversaire à agir selon vos termes en lui présentant une opportunité irrésistible. Une fois qu'il abandonne sa stratégie pour suivre votre leurre, vous contrôlez le jeu. L'art est de faire mordre à l'hameçon. 9e loi, remportez la victoire par vos actes et non par vos discours. L'histoire de Keanu Reeves dans l'industrie cinématographique illustre parfaitement la puissance des actes silencieux face aux discours. Alors que Hollywood regorge de célébrités qui proclament leur générosité et leur humilité, Reeves a choisi de laisser ses actions parler d'elles-mêmes. Pendant le tournage de Matrix, l'acteur apprit que les équipes des effets spéciaux et des costumes ne recevraient qu'une faible part des bénéfices. Sans faire de déclaration publique, ni chercher la reconnaissance, il céda une partie significative de son salaire, estimé à plusieurs millions de dollars, pour que ses équipes soient justement rémunérées. De même, on découvrit plus tard qu'il prenait régulièrement les transports en commun, donnait sa place dans le métro et contribuait anonymement à des associations caritatives pour la recherche contre le cancer. Ces actes ne furent révélés que par des témoins ou des bénéficiaires, jamais par lui-même. Cette approche discrète mais concrète lui a valu un respect profond dans l'industrie et auprès du public, bien plus que n'importe quelle campagne de relations publiques n'aurait pu le faire. Sa réputation d'homme humble et généreux s'est construite non pas sur des promesses ou des discours, mais sur des actions concrètes et silencieuses. L'intimidation ne crée que des ennemis silencieux. La véritable influence s'obtient par l'exemple, non par les mots. Laissez vos actions parler et inspirer naturellement l'adhésion. Un changement librement consenti vaut mieux qu'une obéissance forcée qui nourrit la rancœur. 10e loi, fuyez la contagion de la malchance et du malheur. L'histoire du sage paysan chinois illustre parfaitement l'art d'éviter la contagion du malheur et de la malchance. Dans un petit village de Chine ancienne, vivait un fermier réputé pour sa sagesse et son détachement face au jugement des autres. Un jour, son magnifique étalon blanc, l'une de ses possessions les plus précieuses, s'échappa. Les villageois vinrent immédiatement le plaindre, proclamant sa malchance. Le fermier répondit simplement « Qui sait si c'est un malheur ?» Le lendemain, son cheval revint accompagné de 12 chevaux sauvages. Les villageois s'empressèrent de le féliciter pour cette chance extraordinaire, mais il maintint la même réponse énigmatique. Peu après, son fils, en tentant de dompter l'un des chevaux sauvages, se brisa la jambe. Nouveau lamentation des villageois, même réponse du sage. Quelques jours plus tard, l'armée de l'empereur vint recruter tous les jeunes hommes du village pour une guerre périlleuse. Seul le fils du fermier fut épargné à cause de sa jambe cassée. Cette histoire montre comment le fermier, en refusant de se laisser contaminer par les jugements hâtifs sur la chance et la malchance, maintient sa sérénité et évita la contagion émotionnelle qui affectait ses voisins. Choisissez soigneusement votre entourage, car les énergies sont contagieuses. Les personnes malchanceuses peuvent vous entraîner dans leur spirale négative. Pour prospérer, entourez-vous de ceux qui réussissent. La fortune sourit à ceux qui s'associent aux gagnants. 11e loi, rendez-vous indispensable. L'histoire d'Anna Wintour, rédactrice en chef de Vogue, illustre parfaitement l'art de se rendre indispensable. Dans les années 80, alors que le magazine de mode traversait une période difficile, Wintour transforma ce qui aurait pu être une simple position éditoriale en un rôle absolument crucial pour toute l'industrie de la mode. Elle créa un système où son influence dépassait largement le cadre du magazine. En établissant des liens étroits avec les créateurs émergents, en soutenant de nouveaux talents et en devenant la force motrice derrière le Met Gala, elle s'est positionnée comme un pilier incontournable de l'industrie de la mode. Son surnom, Nuclear Wintour, témoigne non seulement de son style de management exigeant, mais aussi de son pouvoir absolu. Sa capacité à repérer les tendances, à lancer des carrières et à influencer des milliards de dollars de ventes dans l'industrie de la mode l'a rendue si précieuse que même lors des périodes difficiles pour la presse écrite, son poste n'a jamais été menacé. Condé Nast a même créé pour elle le poste de directrice artistique mondiale, reconnaissant ainsi son caractère irremplaçable. Cette stratégie lui a permis de maintenir son règne sur Vogue pendant plus de 3 décennies, prouvant qu'être indispensable est la meilleure garantie de longévité au pouvoir. Rendez-vous indispensable pour préserver votre liberté. En devenant la clé du succès des autres,
Vous assurez votre position. Gardez toujours une longueur d'avance et une part de mystère dans vos compétences. Votre valeur réside dans votre unicité. 12e loi. Soyez d'une honnêteté et d'une générosité désarmante. L'histoire de John D. Rockefeller Jr. illustre parfaitement comment l'honnêteté et la générosité peuvent devenir des armes redoutables. Dans les années 1910, la famille Rockefeller était considérée comme l'incarnation de la cupidité capitaliste, suite aux pratiques commerciales agressives de Standard Oil. Face à cette image désastreuse, Rockefeller Jr. adopta une approche révolutionnaire. Lors de la tristement célèbre grève de Ludlow en 1914, où des mineurs et leurs familles furent tués dans des affrontements avec des gardes privés, Rockefeller surprit tout le monde. Au lieu de se défendre ou de nier, il admit publiquement les erreurs commises, visita personnellement les mines, rencontra les familles des victimes et instaura des réformes profondes dans les conditions de travail. Il alla plus loin en créant la fondation Rockefeller, consacrant une part immense de sa fortune à des causes philanthropiques. Cette générosité n'était pas calculée pour l'image. Il construisit des universités, finança la recherche médicale et préserva des parcs nationaux. Cette stratégie d'honnêteté brutale et de générosité sincère transforma complètement la perception publique des Rockefeller. Ses ennemis les plus féroces se trouvèrent désarmés face à cette transparence inattendue, prouvant que parfois, la meilleure défense est une sincérité désarmante. Une démonstration stratégique d'honnêteté peut masquer de nombreuses manœuvres. Un acte de générosité bien placé désarme les plus méfiants. Une fois la confiance gagnée, la voie est libre pour agir selon vos intérêts. Comme le cheval de Troie, un cadeau peut cacher une stratégie. 13e loi. Misez sur l'intérêt personnel, jamais sur la pitié ni la reconnaissance. L'histoire d'Henry Kissinger, lors des négociations de paix au Vietnam, illustre parfaitement l'art de miser sur l'intérêt personnel plutôt que sur la pitié ou la reconnaissance. En 1973, alors que les pourparlers de paix semblaient dans l'impasse, Kissinger comprit que faire appel aux sentiments humanitaires ou à la reconnaissance des services passés ne mènerait nulle part. Au lieu de supplier pour la paix ou de rappeler les engagements antérieurs, il présenta au Nord-Vietnam une proposition astucieuse centrée sur leurs propres intérêts. Une aide économique substantielle pour la reconstruction et la possibilité de développer des relations commerciales avec les États-Unis. Cette approche pragmatique, focalisée sur les avantages concrets que le Nord-Vietnam pourrait tirer d'un accord, s'avéra bien plus efficace que des mois de négociations basés sur des appels à la compassion. Kissinger avait compris que les liens de gratitude sont des fils fragiles qui se brisent facilement, tandis que l'intérêt personnel constitue une motivation durable et puissante. Cette stratégie aboutit aux accords de Paris, démontrant que dans les négociations importantes, l'appel aux avantages mutuels surpasse toujours les demandes basées sur la pitié ou la reconnaissance des services passés. Pour obtenir le soutien d'un allié, concentrez-vous sur ses intérêts plutôt que sur vos services passés. Ne rappelez jamais les dettes morales, cela crée du ressentiment. Montrez plutôt les avantages futurs qu'il tirera de votre alliance. L'intérêt personnel motive mieux que la gratitude. 14e loi, soyez un faux ami et un vrai espion. L'histoire d'Aldrich Ames illustre parfaitement l'art d'être un faux ami et un véritable espion. Dans les années 1980, ce haut responsable de la CIA se présenta comme un agent loyal et dévoué, gagnant la confiance totale de ses collègues et supérieurs. En tant que chef du contre-espionnage pour l'Union soviétique, Ames avait accès aux informations les plus sensibles de la CIA. Il utilisait sa position privilégiée et ses relations amicales avec ses collègues pour identifier les agents américains opérant en territoire soviétique. Tout en maintenant une façade de loyauté irréprochable, il transmettait ces informations cruciales aux services secrets soviétiques. Sa trahison fut dévastatrice. Au moins 10 agents de la CIA furent exécutés suite à ces révélations. Au total, il dévoila l'identité de chaque agent américain opérant en Union soviétique. Pour ses services, les Soviétiques le récompensèrent généreusement, lui versant plus de 2,7 millions de dollars, la plus importante somme jamais payée à un espion américain. Cette duplicité parfaite dura jusqu'en 1994, date de son arrestation. L'histoire d'Ames
démontre comment la confiance peut devenir l'arme la plus redoutable dans le jeu de l'espionnage. Maîtrisez l'art de la collecte d'informations sur vos rivaux. Observez attentivement, écoutez subtilement et posez des questions détournées lors des interactions sociales. Chaque détail peut devenir une arme stratégique. La connaissance de l'autre est votre meilleur avantage. 15e loi. Écraser complètement l'ennemi. L'histoire de Steve Jobs, lors de son retour chez Apple en 1997, illustre parfaitement l'art d'écraser complètement son adversaire. À son retour, Apple était au bord de la faillite et Microsoft dominait totalement l'industrie informatique. Au lieu d'accepter une coexistence pacifique, Jobs lança une stratégie d'anéantissement total. Il commença par révolutionner l'industrie avec l'iMac, puis porta le coup fatal avec l'iPod et iTunes, transformant complètement l'industrie musicale. Mais ce n'était que le début. Avec le lancement de l'iPhone en 2007, Jobs ne se contenta pas de créer un nouveau produit. Il détruisit complètement le marché des téléphones portables traditionnels, écrasant des géants comme Nokia et BlackBerry qui dominaient depuis des décennies. Sa stratégie ne visait pas simplement à gagner des parts de marché, mais à rendre obsolètes les modèles d'affaires de ses concurrents. En quelques années, des entreprises qui semblaient invincibles s'effondrèrent, incapables de s'adapter à ce nouveau paradigme. Jobs ne laissa aucune chance à ses rivaux de se reconstruire, transformant Apple en l'entreprise la plus valorisée au monde, tandis que ses anciens concurrents disparaissaient ou devenaient insignifiants. Dans un conflit décisif, la clémence peut être fatale. Un adversaire épargné aujourd'hui reviendra plus fort demain, animé par la vengeance. Pour une victoire définitive, l'élimination doit être totale, tant sur le plan matériel que psychologique. 16e loi, faites-vous désirer. L'histoire de Coco Chanel illustre parfaitement l'art de se faire désirer. Dans les années 1920, alors que la mode était dominée par des créateurs qui inondaient le marché de leurs créations, Chanel adopta une approche radicalement différente. Elle créa une rareté artificielle autour de ses parfums, en particulier le légendaire 1105. Contrairement à ses concurrents qui distribuaient largement leurs produits, elle limitait délibérément la production et la distribution. Les boutiques ne recevaient qu'un nombre restreint de flacons, créant ainsi des listes d'attente et une aura d'exclusivité autour du produit. Cette stratégie s'étendait également à ses apparitions publiques. Contrairement aux autres créateurs qui multipliaient les interviews et les événements mondains, Chanel se faisait rare, choisissant méticuleusement ses apparitions. Chacune de ses déclarations devenait un événement. Chaque nouvelle collection était attendue avec impatience. Cette politique de rareté calculée transforma Chanel en objet de désir ultime. Plus elle se rendait inaccessible, plus le public la désirait. Cette stratégie s'est avérée si efficace que, près d'un siècle plus tard, la marque Chanel continue d'incarner le luxe et l'exclusivité. La rareté crée la valeur. En limitant votre présence, vous augmentez votre impact et votre mystère. Sachez vous éclipser stratégiquement. Votre absence suscitera plus d'intérêt que votre omniprésence. Comme un diamant, votre valeur augmente avec votre rareté. 17e loi, soyez imprévisible. L'histoire de Nintendo illustre parfaitement l'art de l'imprévisibilité dans le monde des affaires. En 1889, l'entreprise débuta comme un modeste fabricant de cartes à jouer traditionnelles japonaises. Alors que tous s'attendaient à ce qu'elle reste cantonnée à ce marché traditionnel, Nintendo prit une série de virages imprévisibles qui déconcertèrent aussi bien ses concurrents que les observateurs. Sous la direction d'Hiroshi Yamauchi, l'entreprise passa des cartes aux jouets, puis aux jeux électroniques, surprenant à chaque fois son industrie par des choix audacieux et inattendus. Mais la véritable démonstration de leur imprévisibilité fut leur approche du marché des jeux vidéo. Alors que leurs concurrents se concentraient sur la puissance technologique, Nintendo créa la Wii, une console qui privilégiait l'innovation dans le gameplay plutôt que les performances techniques. Cette stratégie d'imprévisibilité constante leur permit non seulement de survivre, mais de prospérer pendant plus d'un siècle, transformant une petite entreprise de cartes à jouer en un géant mondial du divertissement. En refusant de suivre les sentiers battus et en surprenant constamment le marché, Nintendo démontra que l'imprévisibilité peut être une arme redoutable dans l'arsenal d'une entreprise. Déjouez les attentes en cultivant l'imprévisibilité.
Un comportement trop prévisible vous rend vulnérable, tandis que l'inattendu déstabilise et fascine. En restant insaisissable, vous gardez l'avantage. Les autres s'épuisent à tenter de vous comprendre. 18e loi, ne restez pas dans votre tour d'ivoire. L'histoire de Bill Gates illustre parfaitement les dangers de rester dans sa tour d'ivoire. Au début des années 90, Microsoft dominait le marché informatique avec une telle assurance que Gates s'était isolé dans sa vision du monde numérique, convaincu de la suprématie inébranlable de Windows et du PC traditionnel. Cette isolation dans sa tour d'ivoire faillit coûter très cher à Microsoft, lorsque l'Internet et le Web commencèrent leur ascension fulgurante. Gates, initialement sceptique face à cette révolution, avait sous-estimé l'importance d'Internet, le considérant comme une mode passagère. Ce n'est qu'en 1995, face à la montée en puissance de Netscape, qu'il réalisa son erreur. Dans un revirement spectaculaire, Gates quitta sa tour d'ivoire et rédigea son fameux mémo « The Internet Tidal Wave », reconnaissant l'urgence de s'adapter. Microsoft se réinventa complètement, développant Internet Explorer et réorientant toute sa stratégie vers le web. Cette expérience démontra qu'aucune position dominante n'est éternelle et que s'isoler dans sa tour d'ivoire, loin des réalités du terrain et des évolutions du marché, peut mener même les plus grands à leur perte. La capacité de Gates à reconnaître son erreur et à quitter son isolement sauva Microsoft d'un déclin certain. L'isolement est une faiblesse, pas une force. Bien que tentante, la solitude vous rend vulnérable et vous prive d'informations cruciales. Votre meilleure protection réside dans les réseaux sociaux et les alliances. Circulez parmi les autres. La foule offre le meilleur camouflage. 19e loi. Ne marchez pas sur les pieds de n'importe qui. L'histoire de Pablo Escobar illustre parfaitement les conséquences désastreuses de sous-estimer ses adversaires. Au sommet de son pouvoir dans les années 80, le baron de la drogue colombien commit l'erreur fatale de défier trop d'ennemis simultanément, négligeant d'évaluer leur véritable potentiel de nuisance. Sa plus grande erreur fut de sous-estimer la détermination des Los Pepes, un groupe de personnes qu'il avait personnellement lésées au fil des années. Ces individus, qu'il considérait comme insignifiants, s'unirent dans une vendetta implacable contre lui. Parmi eux se trouvaient d'anciens associés, des familles de victimes et des rivaux qu'il avait humiliés, tous transformés en ennemis mortels par ses actions imprudentes. Cette coalition inattendue, motivée par la vengeance, finit par contribuer significativement à sa chute. Alors qu'Escobar pensait pouvoir intimider ou éliminer n'importe quel opposant, il découvrit trop tard que certains adversaires, particulièrement ceux qui n'ont plus rien à perdre, peuvent se révéler extraordinairement tenaces et dangereux. Sa fin tragique sur un toit de Médellin en 1993 illustre parfaitement pourquoi il est crucial d'évaluer soigneusement qui l'on choisit comme ennemi, car même les personnes apparemment insignifiantes peuvent cacher une détermination insoupçonnée. Sélectionnez prudemment vos adversaires, car certaines personnes n'oublient jamais une offense. Sous une apparence docile, peuvent se cacher des vengeurs tenaces qui consacreront leur vie à obtenir réparation. La manipulation du mauvais individu peut créer un ennemi éternel. 20e loi, ne prenez pas parti. L'histoire de la Suède pendant la Seconde Guerre mondiale illustre parfaitement l'art de ne pas prendre parti. Alors que l'Europe était déchirée par le conflit, la Suède maintint une position de neutralité complexe et délicate qui lui permit de traverser la guerre sans être envahie. Cette neutralité n'était pas passive, mais stratégique. Les Suédois jouèrent un jeu d'équilibriste remarquable, négociant avec les deux camps. Ils fournissaient du minerai de fer à l'Allemagne nazie, tout en permettant aux réfugiés juifs de trouver asile sur leur territoire. Ils autorisaient le passage des troupes allemandes vers la Norvège, tout en partageant secrètement des renseignements avec les Alliés. Cette position de neutralité active permit à la Suède non seulement de préserver son intégrité territoriale, mais aussi de jouer un rôle humanitaire crucial. Le diplomate Raoul Wallenberg put ainsi sauver des milliers de Juifs hongrois, grâce à la position neutre de son pays. La Suède émergea de la guerre comme l'un des rares pays européens intacts, avec une économie florissante et une réputation internationale préservée. Cette neutralité stratégique démontra qu'il est parfois plus avantageux de ne pas prendre parti tout en maintenant une influence subtile sur les événements.
Préservez votre indépendance plutôt que de vous enchaîner à un camp. En restant libre de toute allégeance, vous conservez votre pouvoir de manœuvre. Laissez les autres s'affronter pendant que vous tirez les ficelles. Le vrai pouvoir réside dans l'autonomie totale. 21e loi. Assaut, saut et demi. L'histoire de Benjamin Franklin illustre parfaitement l'art de jouer les naïfs pour obtenir ce que l'on veut. Alors qu'il était ambassadeur en France, Franklin adopta une stratégie subtile face à l'aristocratie française sophistiquée qui le considérait comme un simple provincial américain. Au lieu de tenter de rivaliser avec leur raffinement, Franklin joua délibérément la carte de la simplicité. Il se présentait aux réceptions de la cour dans des vêtements simples, portait un bonnet de fourrure rustique et affectait une naïveté provinciale qui contrastait fortement avec les manières élaborées des courtiers, des courtisans français. Cette apparente simplicité désarma complètement l'aristocratie française. Convaincus de leur supériorité intellectuelle et culturelle, les nobles baissèrent leur garde, révélant involontairement des informations précieuses et accordant des faveurs qu'ils auraient normalement refusées. Franklin, sous ses airs de paysan américain, manipulait habilement les fils de la diplomatie, flattait l'intelligence de votre cible en jouant subtilement les naïfs. En laissant les autres se croire plus malins que vous endormez leur méfiance. Une fois convaincus de leur supériorité intellectuelle, ils baissent leur garde, vous laissant libres d'agir. 22e loi, capituler à temps. L'histoire de Nokia illustre parfaitement l'art de savoir capituler à temps pour mieux se réinventer. Au début des années 2010, alors que l'entreprise finlandaise dominait encore le marché des téléphones mobiles, ses dirigeants firent face à un choix crucial. Continuer à se battre seul contre l'iPhone d'Apple et les smartphones Android ou accepter une capitulation stratégique. En 2013, Stephen Elop, alors PDG de Nokia, prit la décision audacieuse de vendre la division téléphonie mobile à Microsoft pour 7,2 milliards de dollars. Cette décision, bien que douloureuse pour une entreprise qui avait régné en maître sur le marché pendant plus d'une décennie, s'avéra être un acte de sagesse stratégique. Au lieu de s'épuiser dans une bataille perdue d'avance, Nokia réorienta ses ressources vers les infrastructures de télécommunications et les technologies de réseau. Cette capitulation stratégique permit à l'entreprise de se réinventer et de prospérer dans un nouveau domaine. Aujourd'hui, Nokia est redevenu un leader mondial, cette fois dans les infrastructures 5G et les réseaux de télécommunications. Cette histoire démontre qu'une capitulation bien pensée n'est pas un signe de faiblesse, mais peut être un acte de sagesse stratégique ouvrant la voie à de nouvelles opportunités. Transformez la défaite temporaire en avantage stratégique. Une reddition calculée vous permet de récupérer vos forces pendant que votre adversaire baisse sa garde. En acceptant gracieusement la défaite, vous le déstabilisez et préparez votre retour. La capitulation peut être une arme. 23e loi, concentrez vos forces. L'histoire de la bataille des Ardennes en 1944 illustre parfaitement l'art de la concentration des forces. Alors que les Alliés avaient dispersé leurs troupes sur un large front allant du sud de la France jusqu'aux Pays-Bas, les Allemands, sous le commandement du maréchal von Rundstedt, identifièrent une faiblesse stratégique dans cette dispersion. Dans une démonstration magistrale de concentration des forces, les Allemands rassemblèrent leurs meilleures unités, notamment la 6e armée Panzer de Sepp Dietrich, pour frapper un point précis du front allié. Cette concentration massive de puissance fut dirigée vers un secteur relativement peu défendu des Ardennes, créant un effet de surprise dévastateur. La stratégie allemande reposait sur 4 critères essentiels: l'effet de surprise totale, des conditions météorologiques défavorables pour neutraliser la supériorité aérienne alliée, une progression rapide et la capture des réserves de carburant ennemies. Cette concentration de force permit initialement aux Allemands de percer les lignes alliées et de créer une avancée significative. Cette opération démontre comment la concentration stratégique des forces peut créer une supériorité locale écrasante, même face à un adversaire globalement plus puissant. C'est l'essence même du principe de concentration des forces. Frapper fort, frapper vite et frapper au bon endroit. Concentrez votre énergie sur les opportunités les plus prometteuses plutôt que de la disperser. Un seul filon riche vaut mieux que 1000 petites pépites. Identifiez et cultivez des relations avec des mentors influents
qui pourront nourrir votre ascension sur le long terme. 24e loi. Soyez un courtisan modèle. L'histoire du duc de Saint-Simon à la cour de Louis XIV illustre parfaitement l'art d'être un courtisan accompli. À Versailles, où se pressaient quotidiennement entre 3000 et 10 000 personnes, Saint-Simon excellait dans l'art subtil de la vie de cour. Maître dans l'art de l'étiquette, il savait parfaitement quand s'asseoir sur un tabouret, quand rester debout, et comment s'adresser aux différents membres de la cour selon leur rang. Cette maîtrise minutieuse des codes lui permettait de naviguer habilement dans ce monde complexe et hiérarchisé. Contrairement à de nombreux courtisans qui ne cherchaient que leur intérêt personnel, Saint-Simon comprenait que le véritable art du courtisan résidait dans sa capacité à servir le roi tout en maintenant sa dignité. Il savait que la flatterie devait être subtile et que l'apparence soignée était aussi importante que les actions. Sa présence assidue au lever du roi, sa participation aux cérémonies quotidiennes et sa capacité à maintenir des relations cordiales avec les autres courtisans firent de lui un modèle de courtisan. Il démontrait ainsi qu'être un parfait courtisan nécessitait un équilibre délicat entre la servilité et la dignité, entre l'ambition et la loyauté. Maîtriser l'art subtil de la diplomatie, sachez flatter sans servilité et influencer sans arrogance. Dans l'arène du pouvoir, la finesse et la discrétion sont vos meilleurs alliés. Comme un courtisan habile, cultivez l'ambiguïté et naviguez avec élégance dans les jeux d'influence. 25e loi. Changer de peau. L'histoire de Madonna illustre parfaitement l'art de se réinventer continuellement. Depuis ses débuts datés dans les années 80, elle a démontré une capacité exceptionnelle à changer de peau pour rester pertinente à travers les décennies. Au début de sa carrière, elle incarnait la rebelle des clubs new-yorkais, puis elle s'est transformée en icône pop provocante avec Like a Virgin. Dans les années 90, elle adopta l'image sophistiquée de l'album Erotica, avant de se réinventer en yogi spirituel avec Ray of Light. Chaque métamorphose était calculée pour anticiper et influencer les tendances culturelles. Sa transformation la plus remarquable fut peut-être son incarnation en châtelaine anglaise sophistiquée lors de son mariage avec Guy Ritchie. Cette métamorphose incluait l'adoption d'un accent britannique et d'un style de vie aristocratique, démontrant sa capacité à adopter complètement une nouvelle personnalité. Chaque transformation était plus qu'un simple changement d'image. C'était une renaissance complète, accompagnée d'une évolution musicale, vestimentaire et personnelle. Cette capacité à se réinventer lui a permis de maintenir sa pertinence culturelle pendant plus de 4 décennies, prouvant que le changement constant peut être la clé de la longévité dans un monde en perpétuelle évolution. Refusez les étiquettes conventionnelles et créez votre propre légende. Sculptez une identité unique qui captive et intrigue. En contrôlant votre image et en posant des actes mémorables, vous forgez votre propre mythe. Le pouvoir appartient à ceux qui osent se réinventer. 26e loi. Gardez les mains propres. L'histoire de Michael Corleone dans Le Parrain illustre parfaitement l'art de garder les mains propres tout en orchestrant des actions complexes. Bien que fictif, ce personnage incarne une stratégie que de nombreux leaders réels ont utilisée. Au début du film, Michael se présente comme un héros de guerre respectable et un étudiant universitaire délibérément distant des affaires familiales. Même lorsqu'il prend le contrôle de l'empire criminel de son père, il maintient une façade de légitimité absolue. Il transforme les activités familiales en entreprises légales, devient un important donateur d'œuvres caritatives et cultive des relations avec les politiciens et les hommes d'église. Sa stratégie consiste à déléguer toutes les actions compromettantes à des subordonnés tout en gardant un contrôle total sur les opérations. Lors de la fameuse scène du baptême, il devient le parrain de son neveu dans une église pendant que ses rivaux sont éliminés simultanément à travers la ville. Ses mains restent de propre tandis que d'autres exécutent ses ordres. Cette approche lui permet de maintenir une image publique irréprochable tout en exerçant un pouvoir considérable dans l'ombre, démontrant que le véritable art du pouvoir consiste souvent à rester au-dessus de la mêlée tout en contrôlant les événements. Cultivez une réputation irréprochable en gardant vos mains propres. Laissez les autres se salir les mains pour vous pendant que vous maintenez une image vertueuse. Un intermédiaire peut porter le blâme tandis que vous restez au-dessus de tout soupçon.
27e loi. Créer une mystique. L'histoire de Greta Garbo illustre parfaitement l'art de créer une mystique irrésistible. Star du cinéma muet puis parlant, Garbo cultiva délibérément une aura de mystère qui la rendit légendaire, même des décennies après sa retraite. Contrairement à ses contemporaines d'Hollywood, qui recherchaient constamment l'attention publique, Garbo choisit la voie opposée. Elle refusait systématiquement les interviews, ne signait jamais d'autographes et évitait les premières de films. Sa célèbre phrase « I want to be alone » devint plus qu'une simple citation. Elle incarnait son mystère. Sa retraite soudaine, en 1941, au sommet de sa gloire à seulement 36 ans, amplifia encore sa mystique. Elle disparut pratiquement de la vie publique, devenant une sorte de fantôme de Manhattan où les New-Yorkais s'échangeaient des rumeurs sur ses rares apparitions. Son refus de faire un comeback, malgré des offres astronomiques, ne fit qu'accroître sa légende. Cette stratégie du mystère s'avéra si efficace que même aujourd'hui, Garbo fascine plus que nombre de ses contemporaines plus accessibles. Elle démontra qu'en se rendant rare et mystérieuse, on peut créer une aura qui transcende le temps et la célébrité conventionnelle. Exploiter le besoin humain de croire en créant une vision inspirante. Offrez un sens et un but plus grand que la vie quotidienne. Avec des promesses évocatrices et des rituels fédérateurs, devenez le guide d'une nouvelle cause. L'enthousiasme collectif est plus puissant que la logique. 28e loi. Faites preuve d'audace. L'opération Chastise de 1943, menée par l'escadron 617 de la RAF, illustre parfaitement l'art de l'audace calculée. Sous le commandement du Wing Commander Guy Gibson, alors âgé de seulement 24 ans, une mission apparemment impossible fut transformée en réalité. Face à des barrages allemands lourdement défendus dans la vallée de la Ruhr, l'ingénieur Barnes Wallis conçut une solution révolutionnaire, une bombe rebondissante. L'idée, née d'expériences avec des bières dans son jardin, semblait presque enfantine, mais son audace était géniale. La mission exigeait une précision extraordinaire. Les Lancaster devaient voler à exactement 18 mètres d'altitude, à une vitesse précise de 232 miles par heure, de nuit, sous le feu ennemi. Une erreur signifiait la mort. Pourtant, 133 aviateurs dans 19 bombardiers relevèrent ce défi impossible. Cette audace calculée porta ses fruits. Les barrages de Meunay et d'Eder furent détruits, portant un coup significatif à l'industrie allemande. Bien que coûteuse en vies humaines, avec 53 aviateurs tués, cette mission devint légendaire, prouvant que l'audace, lorsqu'elle est combinée à l'innovation et à une préparation minutieuse, peut accomplir l'impossible. L'hésitation est votre pire ennemi. Quand vous agissez, faites-le avec une conviction totale. L'audace permet de transformer même les erreurs en opportunités, tandis que la timidité ne mène qu'à l'échec. Le monde appartient aux audacieux, pas aux craintifs. 29e loi. Suivez un plan précis jusqu'au but final. L'histoire de Walt Disney et la création de Disneyland illustrent parfaitement l'art de suivre un plan précis jusqu'à son aboutissement. En 1953, Disney conçut un projet qui semblait fou à l'époque. Créer un parc d'attractions totalement différent des fêtes foraines traditionnelles, un lieu où parents et enfants pourraient s'amuser ensemble. Son plan était minutieusement détaillé. Il commença par créer WED Enterprise, une société séparée de son studio d'animation, spécifiquement pour développer le parc. Chaque détail était planifié. De l'emplacement exact des attractions à la largeur des allées, en passant par les angles de vue depuis chaque point du parc. Malgré les obstacles financiers, les banques refusant initialement de le financer, Disney persévéra. Il vendit sa maison de vacances, hypothéqua ses assurances-vie et utilisa même son émission télévisée pour promouvoir et financer le projet. Chaque revers était anticipé et une solution alternative était prévue. Le 17 juillet 1955, Disneyland ouvrit ses portes, exactement comme Walt l'avait imaginé. Même les critiques initiales lors de la journée d'ouverture chaotique ne le détournèrent pas de son plan. Il ajusta, améliore, mais ne dévia jamais de sa vision originale d'un parc familial parfait. Cette détermination à suivre son plan jusqu'au bout
transforma non seulement l'industrie du divertissement, mais créa aussi un modèle commercial qui perdure encore aujourd'hui. Anticiper chaque étape jusqu'à la conclusion finale. Un plan minutieux prévoit les obstacles, les contretemps et leurs solutions. En visualisant le chemin complet, vous savez quand agir et quand vous arrêter. La chance sourit à ceux qui planifient avec perspicacité. 30e loi. N'ayez jamais l'air de forcer. L'histoire de Roger Federer illustre parfaitement l'art de ne jamais avoir l'air de forcer. Sur le court de tennis, le champion suisse était surnommé RF, ou Swiss Maestro, non seulement pour ses victoires, mais surtout pour son style de jeu d'une fluidité exceptionnelle. Alors que ses adversaires transpiraient et grimaçaient à chaque échange, Federer semblait danser sur le court. Ses mouvements paraissaient si naturels qu'on aurait dit qu'il jouait sans effort. Pourtant, derrière cette apparente facilité, se cachaient des heures innombrables d'entraînement et de perfectionnement technique. Lors de sa victoire historique à Wimbledon en 2017, à 35 ans, il remporta le tournoi sans perdre un seul set. Les commentateurs notaient qu'il semblait aussi frais au dernier point qu'au premier, donnant l'impression de jouer une simple partie amicale plutôt qu'un grand chelem. Cette capacité à masquer l'effort derrière une apparente facilité contribua grandement à déstabiliser ses adversaires. Comment rivaliser avec quelqu'un qui semble gagner sans même forcer? Cette maîtrise de l'art de la dissimulation de l'effort fit de Federer non seulement un champion, mais une véritable légende du tennis. Faites paraître tout effort sans effort. Masquez le travail acharné derrière une apparente facilité. Gardez vos méthodes secrètes et donnez l'impression d'une réserve de puissance inexploitée. L'aisance apparente inspire plus confiance que la démonstration visible de l'effort. 31e loi, offrez le choix, Charybde ou Scylla. L'histoire du détroit de Messine dans la mythologie grecque illustre parfaitement l'art d'offrir un choix impossible. Ulysse, lors de son Odyssée, dut naviguer dans un passage étroit gardé par deux monstres redoutables, Charybde et Scylla. D'un côté se trouvait Charybde, fille de Poséidon, qui 3 fois par jour avalait et recrachait les eaux du détroit, créant un tourbillon mortel capable d'engloutir des navires entiers. De l'autre côté, à portée d'arc, se dressait Scylla, créature à 6 têtes juchées sur de longs coups dont chacune pouvait dévorer un marin. Face à ce dilemme, Ulysse dut faire un choix terrible, soit risquer de perdre tout son équipage dans le tourbillon de Charybde, soit sacrifier certainement 6 de ses hommes aux mâchoires de Scylla. Sur conseil de Circé, il choisit de passer plus près de Scylla, préférant perdre 6 hommes plutôt que tout l'équipage. Cette histoire est devenue si emblématique que l'expression « être entre Charybde et Scylla » est encore utilisée aujourd'hui pour décrire une situation où l'on doit choisir entre deux options également désagréables, illustrant parfaitement l'art de forcer quelqu'un à choisir entre deux mots. Créez l'illusion du choix, tout en contrôlant toutes les options. Laissez votre cible penser qu'elle décide librement alors que chaque alternative sert vos intérêts. La meilleure manipulation est celle où la victime croit maîtriser la situation. 32e loi. Touchez l'imagination. L'histoire de Walt Disney avec Blanche-Neige et les 7 nains illustre parfaitement l'art de toucher l'imagination. En 1934, lorsque Disney annonça son projet de créer le premier long-métrage d'animation en couleur, l'industrie du cinéma le qualifia de folie de Disney. À l'époque, personne ne croyait qu'un public adulte pourrait rester assis pendant plus d'1 heure pour regarder des dessins animés. Les banquiers refusèrent de financer le projet. Les critiques le ridiculisèrent et même sa femme et son frère tentèrent de l'en dissuader. Pourtant, Disney persista, comprenant que le pouvoir de l'imagination n'avait pas de limite d'âge. Il investit tout ce qu'il possédait dans ce projet, poussant ses artistes à créer des innovations techniques révolutionnaires pour donner vie à ses personnages. Chaque détail était pensé pour captiver l'imagination. Les expressions des personnages, la profondeur des décors, la fluidité des mouvements. Lors de sa sortie en 1937, Blanche-Neige bouleversa Hollywood. Le film fit pleurer des adultes, rire des enfants et prouva que l'animation pouvait transcender les limites de l'imagination. Ce succès phénoménal
démontra que toucher l'imagination du public est le plus puissant des pouvoirs, capable de transformer un dessin animé en une expérience universelle et intemporelle. Offrez aux gens le rêve qu'ils désirent plutôt que la dure réalité qu'ils fuient. Les conteurs d'histoires séduisantes attirent plus que les porteurs de vérités amères. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à nourrir les fantasmes collectifs. 33e loi. Trouvez le talon d'Achille. L'histoire de la chute de la forteresse de Constantinople en 1453 illustre parfaitement l'art de découvrir le talon d'Achille d'un adversaire apparemment invincible. Les murs de Constantinople, construits au Ve siècle, avaient résisté à tous les assauts pendant près d'un millénaire, faisant de la ville une citadelle réputée imprenable. Le jeune sultan Mehmet II, en étudiant minutieusement les défenses de la ville, découvrit une faiblesse cruciale, la porte de Kerkoporta, une petite poterne secrète dans les murailles, utilisée pour des sorties discrètes. Alors que tous les assaillants précédents s'étaient concentrés sur les imposantes portes principales, Mehmet comprit que cette entrée mineure constituait le point faible de l'immense système défensif. Lors du siège final, pendant que l'attention des défenseurs était focalisée sur les assauts principaux, un petit groupe de soldats ottomans découvrit la porte mal gardée. Cette découverte du talon d'Achille de Constantinople permit aux forces ottomanes de pénétrer dans la ville et de prendre à revers ses défenseurs. Ainsi, la plus grande forteresse du monde médiéval tomba non pas à cause de la puissance de son assaillant, mais parce qu'il avait su identifier et exploiter sa plus infime faiblesse. Chaque personne possède une vulnérabilité exploitable, qu'il s'agisse d'une insécurité profonde, d'une émotion incontrôlable ou d'un désir secret. Une fois identifiée, cette faille devient un levier d'influence puissant. Comme le talon d'Achille, elle représente le point faible qui peut tout faire basculer. 34e loi. Soyez royal. L'histoire de Nelson Mandela lors de sa libération illustre parfaitement l'art d'être royal dans son comportement. Après 27 ans d'emprisonnement dans des conditions inhumaines, Mandela aurait pu sortir empli de ressentiment et de désir de vengeance. Au lieu de cela, il émergea avec une dignité royale qui stupéfia le monde entier. Le jour de sa libération, en 1990, Mandela marcha hors de la prison de Victor Verster, non pas comme un prisonnier libéré, mais comme un chef d'État. Vêtu d'un costume impeccable, il salua la foule avec la grâce d'un monarque. Son premier discours ne contenait aucune trace d'amertume, mais plutôt une vision d'unité et de réconciliation. Plus remarquable encore, il invita ses anciens geôliers à son investiture présidentielle en 1994. Il apprit la langue afrikaans, l'histoire et la culture de ceux qui l'avaient emprisonné, démontrant une grandeur d'âme royale qui transcendait la simple politique. Cette attitude royale transforma ses ennemis en alliés et fit de lui non pas simplement un président, mais une figure mondiale de la dignité et de la réconciliation. Mandela prouva ainsi que la véritable royauté ne réside pas dans les titres ou les couronnes, mais dans la capacité à s'élever au-dessus des circonstances avec grâce et magnanimité. Votre attitude détermine la façon dont les autres vous traitent. En vous comportant avec noblesse et assurance, vous inspirez naturellement le respect. Portez-vous comme un roi et le monde vous traitera comme tel. La dignité attire la déférence. 35e loi. Maîtrisez le temps. L'histoire de Lee Kuan Yew, le fondateur de Singapour moderne, illustre parfaitement l'art de maîtriser le temps. En 1965, lorsque Singapour fut expulsé de la Malaisie, la situation semblait désespérée pour cette petite île sans ressources naturelles. Mais Lee Kuan Yew comprit que le temps pouvait être son plus grand allié. Au lieu de précipiter des réformes drastiques, il élabora un plan de développement sur plusieurs décennies. Quand ses conseillers le pressaient d'industrialiser rapidement le pays, il choisit d'abord d'investir dans l'éducation et les infrastructures de base. Cette patience, qui semblait contre-intuitive à l'époque, s'avéra visionnaire. Il attendit le moment opportun pour chaque grande initiative. Dans les années 70, alors que d'autres pays asiatiques se précipitaient vers l'industrialisation lourde, il orienta Singapour vers les technologies de pointe et les services financiers, anticipant les tendances mondiales.
Cette maîtrise du timing permit à Singapour de passer du statut de port pauvre du tiers-monde à celui de puissance économique mondiale en une génération. Lee Kuan Yew démontra ainsi que la vraie puissance réside non pas dans la rapidité d'action, mais dans la capacité à synchroniser parfaitement ses mouvements avec le temps. La patience est une arme stratégique. La précipitation révèle la faiblesse, tandis que l'attente calculée démontre la maîtrise. Observer les tendances, identifier le moment propice et frapper uniquement quand toutes les conditions sont réunies. Le timing parfait est plus puissant que la hâte. 36e loi. Mépriser les contrariétés. L'histoire de J.K. Rowling illustre parfaitement l'art de mépriser les contrariétés. Au début des années 90, sa vie semblait être une accumulation d'échecs. Un mariage raté, un statut de mère célibataire vivant des aides sociales et une dépression clinique. Elle écrivait son manuscrit d'Harry Potter dans des cafés d'Édimbourg pour économiser le chauffage de son appartement. Lorsqu'elle termina son premier roman, 12 maisons d'édition le rejetèrent successivement. Chaque refus aurait pu être une raison d'abandonner, mais Rowling considérait ces contrariétés comme de simples obstacles temporaires. Elle continua d'affiner son manuscrit entre 2 emplois précaires, refusant de laisser les circonstances difficiles définir son avenir. Finalement, une petite maison d'édition, Bloomsbury, accepta de publier Harry Potter à l'école des sorciers avec un premier tirage modeste de 1000 exemplaires. Rowling transforma chaque rejet en motivation supplémentaire, chaque difficulté en source d'inspiration pour son écriture. Cette capacité à mépriser les contrariétés la conduisit à devenir l'une des auteurs les plus vendues de l'histoire, prouvant que ce n'est pas l'absence d'obstacles qui définit le succès, mais notre attitude face à eux. Ne donnez pas d'importance à ce qui n'en mérite pas. L'attention excessive transforme les petits problèmes en obstacles majeurs. Parfois, l'indifférence est la meilleure réponse. Ignorer ce qui est hors de portée démontre votre supériorité et évite d'amplifier l'insignifiant. 37e loi. Jouer sur le visuel. L'histoire de Barack Obama lors de la campagne présidentielle de 2008 illustre parfaitement l'art de jouer sur le visuel. Son équipe de campagne comprit que l'image pouvait transcender les mots et créer une connexion émotionnelle puissante avec les électeurs. Le point culminant de cette stratégie fut l'affiche « Espoir » créée par Shepard Fairey. Cette image stylisée d'Obama regardant vers l'horizon avec détermination, dans des tons bleus, rouges et beiges, devint instantanément iconique. Elle transformait un simple portrait en un symbole d'espoir et de changement, touchant les émotions des électeurs bien plus efficacement que n'importe quel discours. L'équipe d'Obama orchestrait également minutieusement chaque apparition publique. Les grands rassemblements étaient organisés pour créer des images spectaculaires, comme son discours à Berlin devant 200 000 personnes. Ces images puissantes circulaient mondialement, renforçant son image de leader charismatique capable de transcender les frontières. Cette maîtrise du visuel s'étendait aux réseaux sociaux où son équipe partageait stratégiquement des photos le montrant dans des moments à la fois présidentiels et humains. Cette approche démontrait que dans la politique moderne, l'image n'est pas simplement un complément du message, elle est le message. Maîtriser l'art de la mise en scène avec des symboles et des gestes puissants. Les images marquantes créent une aura qui captive l'attention et amplifie votre influence. Pendant que tous sont hypnotisés par le spectacle, vos véritables actions passent inaperçues. 38e loi. Pensez librement, parlez sobrement. L'histoire d'Albert Einstein face à la montée du nazisme illustre parfaitement l'art de penser librement tout en s'exprimant avec sobriété. Alors que ses théories révolutionnaient la physique et remettaient en question les fondements mêmes de notre compréhension de l'univers, il savait adapter son discours à son public. Dans les années 1930, alors que ses théories étaient à les qualifier de physique juive par le régime nazi, Einstein continuait ses recherches audacieuses tout en mesurant soigneusement ses déclarations publiques. Plutôt que de s'engager dans des confrontations directes, il choisissait des formulations simples et percutantes pour exprimer ses idées les plus révolutionnaires. Sa célèbre lettre au président Roosevelt en 1939 concernant le développement potentiel de la bombe atomique illustre parfaitement cette approche. Bien que comprenant pleinement les implications extraordinaires de la fission nucléaire, il rédigea une lettre remarquablement sobre et directe, évitant tout sensationnalisme.
Cette capacité à maintenir une pensée radicalement libre, tout en communiquant avec mesure, lui permit de faire avancer ses idées révolutionnaires sans créer de résistance inutile. Comme il le disait lui-même, « Si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose simplement, c'est que vous ne le comprenez pas assez bien. Gardez vos opinions non conventionnelles pour un cercle restreint de confiance. L'anticonformisme public attire l'hostilité et la résistance. Pour prospérer, adaptez-vous aux apparences sociales dominantes tout en préservant vos véritables pensées pour des oreilles bienveillantes. 39e loi, exaspérer l'ennemi. L'histoire de Muhammad Ali face à George Foreman lors du Rumble in the Jungle en 1974 illustre parfaitement l'art d'exaspérer l'adversaire. Face à un Foreman plus jeune, plus fort et favori du combat, Ali développa une stratégie audacieuse appelée rope-a-dope. Dès le début du combat, Ali commença à provoquer verbalement Foreman, le défiant de frapper plus fort tout en esquivant ou absorbant ses coups contre les cordes. Il ponctuait chaque round de remarques sarcastiques. « C'est tout ce que tu as, George ?» ou « Tu frappes comme une femme ?» Cette tactique psychologique poussa Foreman à frapper de plus en plus fort, épuisant progressivement son énergie. Entre les rounds, Ali continuait ses provocations, regardant Foreman droit dans les yeux et lui lançant des sourires moqueurs. Cette stratégie d'exaspération constante poussa Foreman à abandonner son style de boxe habituel pour tenter désespérément de mettre Ali KO. Au 8e round, face à un Foreman épuisé physiquement et mentalement par cette guerre psychologique, Ali sortit des cordes et mit son adversaire KO, remportant ainsi l'un des plus grands combats de l'histoire de la boxe. Le sang-froid est une arme redoutable. Celui qui maîtrise ses émotions domine celui qui les laisse exploser. En restant calme tout en provoquant la colère de votre adversaire, vous gagnez un avantage tactique décisif. La sérénité triomphe toujours de l'emportement. 40e loi, n'hésitez pas à payer le prix. L'histoire de Sam Walton, le fondateur de Walmart, illustre parfaitement l'art de payer le prix pour atteindre ses objectifs. Dans les années 1950, alors qu'il développait sa première chaîne de magasins, Walton comprit que le véritable succès nécessitait des investissements significatifs. Contrairement à ses concurrents qui cherchaient des solutions économiques, Walton n'hésita pas à investir massivement dans un système informatique révolutionnaire pour l'époque. Cette technologie, extrêmement coûteuse, permettait de suivre les stocks en temps réel et d'optimiser la distribution. Beaucoup considéraient cette dépense comme excessive pour une chaîne de magasins discount. Il alla même jusqu'à acheter son propre avion pour visiter ses magasins et repérer de nouveaux emplacements, malgré les critiques de ses actionnaires qui jugeaient cette dépense extravagante. Walton savait que ces investissements, bien que coûteux, étaient essentiels pour sa vision à long terme. Cette volonté de payer le prix fort s'avéra visionnaire. Le système informatique devint un avantage concurrentiel décisif, et l'avion lui permit d'expansion rapide de son entreprise dans des zones rurales négligées par ses concurrents. En acceptant de payer le prix fort pour ses ambitions, Walton transforma un petit magasin de l'Arkansas en plus grand détaillant mondial. La valeur exige une juste compensation. La gratuité cache souvent des obligations cachées. En payant le prix fort, vous préservez votre indépendance et démontrez votre appréciation de l'excellence. La générosité bien placée attire le pouvoir, mais évitez les dettes morales. 41e loi, ne succédez à personne. L'histoire de Lady Gaga, au début de sa carrière, illustre parfaitement l'art de ne succéder à personne. Alors que l'industrie musicale cherchait la nouvelle Madonna ou la nouvelle Christina Aguilera, Stefani Germanotta décida de créer quelque chose d'entièrement nouveau. Au lieu de suivre les traces des pop stars établies, elle créa le personnage de Lady Gaga, une artiste qui transcendait les conventions musicales traditionnelles. Son premier album, The Fame, mélangeait pop, électro et théâtralité d'une manière totalement inédite. Ses performances live, comme sa prestation sanglante aux MTV Video Music Awards de 2009, créaient des moments culturels sans précédent. Même son style vestimentaire refusait toute comparaison. La robe en viande portée aux MTV Video Music Awards 2010 devint instantanément iconique, précisément parce qu'elle ne ressemblait à rien de ce qui avait été fait auparavant. Elle ne cherchait pas à être la nouvelle version de quelqu'un d'autre, mais à créer sa propre catégorie.
Cette détermination à ne succéder à personne lui permit de devenir une figure unique dans l'histoire de la pop culture. Comme elle le déclarait elle-même, « Je ne suis pas la suivante de qui que ce soit, je suis la première Lady Gaga. Ne vous laissez pas éclipser par l'ombre d'un prédécesseur illustre. Pour dépasser un héritage imposant, forgez votre propre chemin plutôt que d'imiter. Osez rompre avec le passé et créer votre identité unique. La véritable puissance naît de l'originalité, pas de l'imitation. » 42e loi. Éliminer l'agitateur. L'histoire de Henry Ford face aux syndicats dans les années 30 illustre parfaitement l'art d'éliminer l'agitateur. Alors que le mouvement syndical prenait de l'ampleur dans l'industrie automobile américaine, Ford développa une stratégie sophistiquée pour identifier et neutraliser les leaders syndicaux. Il créa un Service Department dirigé par Harry Bennett, dont la mission était d'infiltrer les réunions syndicales et d'identifier les principaux organisateurs. Une fois repérés, ces agitateurs faisaient aller face à diverses formes de pression. Mutation dans des usines éloignées, surveillance constante ou licenciement sous des prétextes fallacieux. La tactique la plus efficace de Ford consistait à isoler ses leaders de leurs collègues. Il offrait des promotions ou des avantages aux ouvriers qui prenaient leur distance avec les syndicalistes, créant ainsi un climat de méfiance au sein des équipes. Les agitateurs se retrouvaient progressivement isolés, perdant leur influence sur les autres travailleurs. Cette stratégie permit à Ford de maintenir ses usines sans syndicat pendant des années, alors que ses concurrents General Motors et Chrysler avaient dû céder aux revendications syndicales. Ce n'est qu'en 1941 que Ford dut finalement reconnaître le syndicat UAW, démontrant l'efficacité temporaire mais réelle de sa stratégie d'élimination des agitateurs. Dans un groupe, un seul élément toxique peut contaminer toute la dynamique collective. Ne laissez pas un perturbateur saper le moral et l'efficacité de l'équipe. La négociation est souvent vaine avec ces profils. L'isolement ou l'exclusion rapide reste la solution la plus efficace pour préserver l'harmonie du groupe. 43e loi, parler au cœur et aux esprits. L'histoire du discours « I have a dream » de Martin Luther King illustre parfaitement l'art de parler au cœur et aux esprits simultanément. Le 28 août 1963, face à 250 000 personnes rassemblées devant le Lincoln Memorial, King réussit à toucher à la fois l'émotion et la raison de son auditoire. Au lieu de simplement énumérer des revendications politiques, il créa une vision poétique d'un futur où ses enfants ne seraient pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur le contenu de leur caractère. Cette image puissante parlait directement au cœur des parents, quelle que soit leur origine. En même temps, il fit appel à la raison en rappelant les principes fondateurs de l'Amérique et la promesse d'égalité inscrite dans la Constitution. Il construisit un argument logique montrant comment la ségrégation trahissait ses idéaux. Cette capacité à entrelacer émotion et logique, à parler simultanément au cœur et à l'esprit, donna à son discours une force extraordinaire qui résonne encore aujourd'hui. Moins d'un an plus tard, le Civil Rights Act était voté, prouvant que toucher à la fois la raison et l'émotion peut véritablement changer le cours de l'histoire. La séduction est plus puissante que la force. En comprenant les désirs et les craintes de chacun, vous pouvez influencer subtilement plutôt que contraindre. Touchez les émotions et l'esprit, et les gens vous suivront volontairement. La manipulation douce surpasse toujours la coercition. 44e loi, singer l'ennemi. L'opération Fortitude pendant la Seconde Guerre mondiale illustre parfaitement l'art de singer l'ennemi. En préparation du débarquement de Normandie, en 1944, les Alliés créèrent une armée fantôme complète pour tromper les Allemands sur le véritable lieu de l'invasion. Cette armée fictive, nommée First US Army Group, FUSAG, était stationnée dans le sud-est de l'Angleterre. Les Alliés poussèrent l'imitation jusqu'à la perfection. Ils déployèrent des chars gonflables, des avions en bois et des navires factices qui, vus du ciel, ressemblèrent parfaitement aux véritables équipements militaires. Pour rendre la supercherie encore plus crédible, ils mirent en place un faux trafic radio, simulant les communications quotidiennes d'une véritable armée. Des agents doubles alimentaient les services de renseignement allemands avec de fausses informations sur les mouvements de troupes. Cette stratégie d'imitation fut si convaincante
que même après le débarquement en Normandie, Hitler resta persuadé qu'une seconde invasion, plus importante, allait avoir lieu dans le pas de Calais. Cette conviction l'empêcha d'envoyer des renforts cruciaux en Normandie, contribuant ainsi significativement au succès du débarquement. Le mimétisme est une arme à double tranchant. En reflétant les gestes et attitudes de vos adversaires, vous pouvez soit les déstabiliser jusqu'à la fureur, soit les séduire en leur montrant leur propre image. Cette technique subtile peut humilier ou charmer, selon votre intention. 45e loi, appelez au changement, pas à la révolution. L'histoire de Gandhi et de son mouvement d'indépendance illustre parfaitement l'art d'appeler au changement plutôt qu'à la révolution. Face à l'Empire britannique, Gandhi choisit une approche radicalement différente de la confrontation violente. Au lieu d'appeler à une révolution sanglante, il initia un mouvement de changement progressif basé sur la non-violence. Sa marche du sel en 1930 en est l'exemple parfait. Plutôt que d'attaquer les Britanniques, il organisa une simple marche de 241 miles pour protester contre le monopole britannique sur le sel. Cette approche du changement graduel s'illustra également dans sa façon de vivre. Il adopta un mode de vie simple, filant lui-même son coton et vivant modestement, montrant ainsi que le changement devait d'abord venir de soi-même avant de transformer la société. Sa stratégie s'avéra remarquablement efficace. En évitant l'appel à la révolution violente, il réussit à mobiliser des millions d'Indiens dans un mouvement pacifique qui finit par conduire à l'indépendance de l'Inde. Cette approche du changement progressif plutôt que de la révolution brutale créa un modèle qui inspire encore aujourd'hui les mouvements de protestation à travers le monde. Introduisez le changement avec subtilité et respect des traditions établies. Les innovations brutales provoquant la résistance. Pour faire accepter une transformation, présentez-la comme une évolution naturelle plutôt qu'une révolution. Le changement en douceur est toujours plus efficace que le bouleversement radical. 46e loi. Ne soyez pas trop parfait. L'histoire de Jennifer Lawrence illustre parfaitement l'art de ne pas être trop parfait. Lors de la cérémonie des Oscars, en 2013, alors qu'elle montait les marches pour recevoir son Oscar de la meilleure actrice, elle trébucha et tomba devant des millions de téléspectateurs. Au lieu de tenter de masquer cet incident embarrassant, elle en rit ouvertement, se relevant avec un grand sourire et plaisantant même à ce sujet dans son discours de remerciement. Cette maladresse, loin de nuire à son image, la rendit instantanément plus attachante et accessible aux yeux du public. Cette imperfection assumée devint sa marque de fabrique. Dans les interviews, elle n'hésitait pas à partager ses moments gênants ou à faire des commentaires spontanés s'éloignant de l'image lisse traditionnelle des stars d'Hollywood. Sa capacité à embrasser ses imperfections créa une connexion authentique avec son public. Les gens se reconnaissaient dans ses maladresses et ses moments d'authenticité. Cette approche démontra que les imperfections, lorsqu'elles sont assumées avec grâce, peuvent devenir des atouts plus puissants que la perfection elle-même. Afficher une perfection totale attire la méfiance et l'hostilité. Montrer occasionnellement quelques faiblesses calculées pour paraître plus humain et approchable. Des imperfections bien choisies désamorcent la jalousie et créent une connexion plus authentique avec les autres. 47e loi. Sachez vous arrêter. L'histoire de Grace Kelly illustre parfaitement l'art de savoir s'arrêter au sommet de sa gloire. En 1956, à seulement 26 ans et au fait de sa carrière hollywoodienne, l'actrice prit une décision qui stupéfia le monde du cinéma. Après avoir brillé dans 3 films d'Alfred Hitchcock et remporté l'Oscar de la meilleure actrice, Grace Kelly choisit de quitter définitivement les plateaux de cinéma pour épouser le prince régnier III de Monaco. Cette décision intervint alors qu'elle était l'une des actrices les plus demandées et admirées d'Hollywood. Au lieu de s'accrocher à sa carrière cinématographique, elle embrassa pleinement son nouveau rôle de princesse de Monaco. Elle se consacra à des causes humanitaires, particulièrement celles concernant les enfants dans le monde. Même dans son nouveau rôle, elle maintint un lien subtil avec son passé en siégeant au conseil d'administration de la 20e Century Fox. Cette capacité à quitter la scène au sommet de sa gloire, alors que tant d'autres s'accrochent jusqu'au déclin, fit de Grace Kelly un modèle de grâce et d'élégance, démontrant qu'il est parfois plus noble de partir quand on est au sommet. La victoire peut devenir un piège si l'euphorie vous fait perdre votre lucidité. L'excès de confiance après un succès
risque de créer plus d'adversaires que vous n'en avez d'effets. Restez fidèle à votre stratégie initiale et sachez vous arrêter une fois votre objectif atteint. 48e loi, soyez fluide. L'histoire de Bruce Lee illustre parfaitement l'art d'être fluide. Sa philosophie du « Be water, my friend », soit comme l'eau, mon ami, devint non seulement sa signature personnelle, mais aussi une démonstration parfaite de l'adaptabilité. Lee développa son propre style de combat, le Jeet Kune Do, en rejetant les formes rigides des arts martiaux traditionnels. Il observait que l'eau pouvait s'adapter à n'importe quel contenant tout en gardant son essence, et appliqua ce principe à son art martial. Dans les combats, il démontrait une fluidité remarquable, passant instantanément d'une technique à une autre selon les mouvements de son adversaire. Il ne s'enfermait jamais dans un style particulier, adaptant constamment sa approche aux circonstances. Cette philosophie de la fluidité s'étendait au-delà du combat. Face aux discriminations à Hollywood, Lee ne se laissa pas enfermer dans les rôles stéréotypés. Il créa ses propres opportunités, passant de Hong Kong à Hollywood, adaptant son image et son style pour transcender les barrières culturelles. Sa célèbre citation « Empty your mind, be formless, shapeless like water » « Vide ton esprit, sois sans forme comme l'eau » devint un testament à la puissance de l'adaptabilité et de la fluidité. La flexibilité est votre meilleure protection. Évitez les positions rigides qui offrent une cible facile à vos adversaires. Comme l'eau, adaptez-vous constamment aux circonstances. L'incertitude est votre allié. Restez fluide et imprévisible pour garder l'avantage. Je vais maintenant vous révéler la loi secrète que Robert Greene n'a jamais mentionnée dans son livre, mais qui pourrait être la plus importante de toutes. Cette loi pourrait complètement changer votre façon d'exercer votre influence au quotidien. La loi secrète de l'influence sans autorité se manifeste parfaitement à travers l'histoire de Simon Sinek et sa célèbre conférence TED. Au lieu d'imposer ses idées, il a créé un mouvement mondial en partageant simplement sa vision du « why », le pourquoi, qui motive les gens. Cette loi repose sur un principe fondamental. L'influence véritable ne vient pas de l'autorité formelle, mais de la capacité à créer des connexions authentiques. Dans le monde professionnel moderne, caractérisé par le travail à distance et les équipes hybrides, cette approche est devenue cruciale. La clé réside dans la perception et l'affirmation de soi. En développant une forte identité personnelle et en restant fidèle à ses valeurs, on attire naturellement les autres sans avoir besoin d'exercer une autorité formelle. Cette influence s'obtient en faisant appel aux intérêts des autres, en posant des questions pertinentes et en créant des liens basés sur des valeurs communes. Cette approche contraste fortement avec les tactiques manipulatrices traditionnelles du pouvoir. Elle suggère que la véritable influence vient de la capacité à inspirer et à créer un sentiment d'appartenance plutôt que d'imposer sa volonté par la force ou la manipulation. La maîtrise des dynamiques sociales et du pouvoir d'influence représente un art subtil qui transcende les époques. Dans notre ère numérique, ces principes ancestraux prennent une dimension nouvelle, particulièrement pertinente pour les créateurs de contenu qui cherchent à développer leur influence de manière éthique et durable. La véritable puissance ne réside pas dans l'autorité visible, mais dans la capacité à orchestrer subtilement les situations tout en restant adaptable. Comme un joueur d'échecs qui anticipe plusieurs coups à l'avance, le succès appartient à ceux qui savent lire les dynamiques sociales tout en maintenant leur authenticité. Cette approche permet de construire une influence durable sans créer de résistance ou d'animosité. L'essence de ces lois nous rappelle que chaque action doit être mesurée, chaque apparence soigneusement cultivée et chaque relation stratégiquement entretenue. Le succès durable appartient à ceux qui savent maintenir un équilibre délicat entre le mystère qui fascine et l'authenticité qui inspire confiance. Partagez en commentaire comment vous appliquez ces lois dans votre parcours créatif. Quelles stratégies vous ont particulièrement réussi? Quels défis avez-vous rencontrés? Votre expérience enrichira notre compréhension collective de cet art ancestral du pouvoir dans le contexte moderne.